Bienvenue à tous. Bravo pour les motivés qui ont pu se connecter ce soir et assister à ce webinaire qui a été organisé par Cheese, une marque d'aligneurs qui est 100% française. Je suis d'autant plus fier de pouvoir donner ce webinaire pour cette marque aujourd'hui, ce soir, puisque finalement, 100% française, produit distribué en France. Et on va le voir, ça a son avantage par rapport à une activité dans laquelle on démarre, puisque le but ici, c'est de vous faire démarrer dans les bonnes conditions. Et puis, c'est vrai que dans ce contexte-là, on va voir que la proximité avec un laboratoire, donc le laboratoire, différents laboratoires qui font partie du groupe Inoris, qui vont pouvoir vous accompagner dans ce début d'activité d'aligneur. Et voilà, donc on va voir un petit peu aujourd'hui différents concepts qui accompagnent les aligneurs. Et sans plus tarder, on va pouvoir démarrer, puisque finalement, le but ici de ce webinaire, c'est de pouvoir corriger une lacune qui vous empêche de démarrer dès demain pour cette fameuse activité en orthodontie par aligneur. Et je vais m'expliquer dans quelques instants. Vous allez le comprendre, puisque finalement, le concept en orthodontie par aligneur, il est assez simple et il est redondant, puisqu'il sera toujours réalisé de la même manière. On reçoit un patient en première consultation, ça vous connaissez, ça ne change pas, et vous réalisez à partir de là un bilan. Un bilan, c'est-à-dire faire des photos, faire des radiographies, faire des empreintes, dans le but de pouvoir rédiger, on va dire rédiger, puisque finalement, c'est que des cases à cocher, pour pouvoir définir les objectifs de traitement que vous avez définis avec votre patient. En réalité, ce qui se passe, c'est que une fois que votre patient a été reçu en première consultation, vous avez défini avec lui ce qu'il voulait. Est-ce qu'il veut refermer un espace? Est-ce qu'il veut corriger un alignement? Qu'est-ce qui le gêne? Et à partir de là, on va avoir une certaine prescription à réaliser et qu'on va envoyer au laboratoire. Et le laboratoire va nous répondre, mais pas par un texte, il va nous répondre par une simulation un petit peu comme celle-là, qui va décrire en mouvement, en digitalisation, sous différentes faces, ce que le patient désire et va orienter les mouvements dentaires selon les objectifs de traitement que vous lui avez inscrits. Et ensuite, une fois que vous recevez cette vidéo, vous ne la montrez pas tout de suite à votre patient, vous la validez. Valider veut dire bah, accepter que ces mouvements dentaires puissent être traduits par une production d'aligneurs. Et cette production d'aligneurs que vous allez insérer peu à peu au cours du traitement du patient dans la denture du patient va produire les objectifs de traitement qu'il vous a transmis au tout départ lors de la première consultation. Et donc, finalement, cette première consultation est importante puisqu'elle va permettre de définir ce que veut le patient et de le traduire en mouvement dentaire par la suite. Donc, ici, ce qui est important avec l'orthodontie par aligneur, ce qu'il faut vraiment souligner, et pourquoi je suis, moi, dans une activité aujourd'hui qui est quasi exclusive en orthodontie par aligneur, et qu'est-ce qui m'a permis de pouvoir augmenter mes compétences peu à peu en faisant des cas, c'est finalement la rétro-planification. La rétro-planification, c'est un concept qui est assez nouveau en dentisterie, qui se retrouve dans quelques domaines, comme par exemple l'implantologie ou le secteur esthétique, le domaine esthétique. On fait une planification de ce qu'on va faire en amont avant de réaliser l'acte. Alors, pourquoi je dis que c'est nouveau ici? Puisqu'on est dans une configuration où tout peut se définir à l'avance et même ici, on est dans un cas où on peut même apprendre la discipline en amont avec les cas qu'on a planifiés juste avant. Je m'explique, vous recevez votre patient en première consultation, vous allez faire des photos radio-empreintes et ensuite, on va vous envoyer cette planification. Et cette planification-là n'est pas forcément tout à fait juste et ne correspond pas forcément à ce que vous avez demandé au départ. Mais vous êtes ici dans une digitalisation de votre plan de traitement et vous pouvez travailler sur votre plan de traitement à distance du patient, vous faire accompagner
avec le laboratoire, par exemple, ou avec des personnes qui sont spécialisées dans ce domaine-là, et pour avoir un apprentissage serein dans cette discipline. Et ça va différer de plusieurs disciplines, même si aujourd'hui, en implantologie, par exemple, on a des guides. Dans le secteur esthétique, on a également des guides. Mais il faut, donc, quand on démarre une discipline de cette sorte-là, il faut pouvoir avoir, si je peux m'exprimer ainsi, un mentor qui nous tient la main pour pouvoir faire l'acte clinique sur le patient en même temps qu'on le fait. Alors que dans cette discipline-là de l'orthodontie paraligneur, beaucoup de paradigmes ont changé. Pourquoi tout a changé ici? Puisque finalement, on a la possibilité de travailler sur ce plan de traitement et de produire des aligneurs qui vont être exactement coïncidents avec ce qu'on a planifié. Et ensuite, ce sera de la distribution, entre guillemets, d'aligneurs aux patients. Évidemment, on aura certains points de contrôle à effectuer au cours du traitement, mais le gros du traitement a déjà été planifié. Et on retourne un petit peu le concept de l'orthodontie. L'orthodontie, on va dire la denrée rare en orthodontie, c'est le temps, puisque finalement, on est dans une activité où on essaie de planifier un maximum à l'avance, et ensuite, c'est de la gestion du temps. Évidemment, il y a des critères cliniques à assouvir, mais je dirais par rapport à le gros du morceau de l'orthodontie paraligneur, qui est la rétroplanification, on est dans quelque chose qui peut vraiment être appris sereinement. Et finalement, la rétroplanification, c'est quoi dans une configuration très pratique? Quand le patient est en configuration T0, prenez exemple d'un espace, eh bien, lorsqu'on va mettre l'aligneur numéro 1 au niveau de sa denture, qui lui est en configuration T0, on va faire avancer de quelques dixièmes de millimètre la dent ou les dents pour pouvoir fermer l'espace peu à peu. Et plus on va insérer des aligneurs, plus des pressions vont s'effectuer au fur et à mesure pour fermer l'espace. Et c'est ça la rétroplanification. Et on le voit très bien ici, on le voit au niveau des numéros de stage. Chaque numéro ici n'est pas mis au hasard puisque chaque numéro que vous allez retrouver correspond à une production d'aligneurs. Voilà ici où est-ce qu'on en est dans cette activité. Et donc, c'est une des seules activités en dentisterie que l'on peut appréhender et apprendre, on va dire, de manière plus sereine, puisqu'on peut passer du temps en dehors de la bouche du patient à comprendre ce qu'on fait et ce qu'on va faire tout au long du traitement du patient. Mais alors, il reste quand même une lacune ici, et c'est de ça qu'on va parler dans ce webinaire. La lacune, c'est qu'en première consultation, le patient, quand il vient vous voir, il attend des réponses de vous. Il attend finalement que vous lui donniez un temps de traitement, que vous lui donniez une possibilité de traitement. Est-ce que c'est possible de le faire? Est-ce que ce n'est pas possible de le faire en aligneur? Et que vous puissiez lui délivrer un devis, comme lorsque vous faites un devis pour des couronnes, par exemple. Et donc, ici, à ce moment-là, quand vous êtes en face du patient, c'est pour ça que j'ai mis cette petite vidéo, quand vous êtes en face du patient, il faut que vous puissiez être capable de lui donner ces réponses. Et donc, l'objet de ce webinaire, c'est d'introduire un petit peu ces différentes notions qui vont vous permettre de donner ces réponses d'éligibilité dans un premier temps. Est-ce que c'est possible de faire le traitement chez ce patient? Combien de temps ça va durer? Et quel devis vous allez pouvoir lui transmettre. Et en réalité, ici, on va voir plusieurs cas cliniques qui vont en fait vous permettre d'affiner votre expertise, d'affiner votre œil pour voir un petit peu les cas que vous recevez au cabinet différemment, de pouvoir orienter votre œil sur les choses importantes qui vont être soit des facteurs limitants pour l'éligibilité du patient, ou alors soit des facteurs temps qui vont augmenter ou au contraire réduire le temps du traitement par rapport à ce que vous aviez en tête de délivrer à votre patient. Et donc, je le répète, ici, on est en face de notre patient en première consultation. Ensuite, toute la phase d'après, c'est une rétroplanification qu'on va pouvoir faire par après à tête reposée, accompagné des laboratoires. Mais ici, le principe, c'est de pouvoir vous délivrer ces différentes notions par rapport à l'éligibilité et le temps.
Et donc, on a quand même une valeur ajoutée par rapport à un laboratoire français, puisqu'on a une certaine proximité, un accompagnement sur mesure dans cette activité-là. Vous allez pouvoir parler avec une personne de vive voix, par téléphone, communiquer facilement et avoir également un délai de livraison qui est très rapide. Et ça, c'est vrai qu'au début de l'orthodontie par ligneur, quand j'ai commencé, il n'y avait pas cet accompagnement-là. Donc, quelle est la méthode d'analyse que je vous propose? Ici, j'ai simplifié au maximum pour pouvoir orienter votre œil le plus rapidement possible vers ce qui est important. Alors, ce qui est important, évidemment, c'est le diagnostic. Le diagnostic, c'est-à-dire, il faut savoir ce qu'il y a en bouche. Quelle pathologie le patient va vous présenter. Alors, on a ici une présentation de 5 pathologies qui sont, on va dire, les principales pathologies que vous allez rencontrer. Chacune de ces pathologies peut être à un degré certain, mais ici, ce qui est important, c'est de pouvoir bien catégoriser ces pathologies. On a, si vous voulez, 3 sens de l'espace. En orthodontie, on parle toujours dans les 3 sens de l'espace. Je m'explique. On a ici avec des dessins une explication assez expressive de ce que je vais vous montrer. Quand vous regardez au niveau occlusal, donc c'est le premier sens de l'espace, la denture vue de haut, vous arrivez à analyser et à projeter un petit peu l'amplitude de votre DDM. La DDM, je le rappelle, disharmonie dentomaxillaire, c'est-à-dire une disharmonie entre la taille de vos dents et la taille des maxillaires. Et vous pouvez voir ici un chevauchement et ici un espace. Donc DDM négatif, chevauchement, DDM positif, espace. Jusqu'à là, tout va bien. C'est un petit peu le premier facteur de visite de vos patients. C'est au niveau occlusal, vous allez voir est-ce qu'il y a une DDM négative ou positive. Et l'amplitude, on va voir plusieurs cas et on va voir comment décrire une amplitude qui est plus importante ou moins importante. Qu'est-ce qui va nous définir qu'une DDM est importante ou non? Ensuite, au niveau de profil, au niveau antéro-postérieur, on a la classe 2 ou la classe 3. Donc là, je ne vous apprends rien. Classe 2, classe 3. Ensuite, on a 3 ici pathologies qui sont regroupées dans le sens vertical. Vertical, on a supraocclusion, donc vertical, quand on regarde le patient en frontal, on peut voir 3 choses. Est-ce qu'on a une supraocclusion? Est-ce qu'il y a un excès de recouvrement ou au contraire un défaut de recouvrement? Est-ce qu'on a une déviation des milieux ou une coïncidence entre le milieu du haut et le milieu du bas? Et pour terminer, est-ce qu'on a un inversé d'articulé? Ici, un inversé d'articulé est présent à droite du patient, postérieur. Ici, un inversé d'articulé est présent à gauche du patient, au niveau antérieur. Donc voilà, ce tableau-là, si vous devez retenir une seule chose de ce webinaire, c'est bien ce tableau-là. J'ai simplifié au maximum pour pouvoir avoir une faculté d'analyse très rapide lors de vos premières consultations. On va prendre ici très rapidement chaque pathologie pour qu'elle s'imprègne bien et que vous arriviez un petit peu à percevoir les différentes amplitudes de ces pathologies. DDM négatif, une disproportion comme on l'a vu entre taille maxillaire et taille dent. Ici, c'est léger. Ici, c'est modéré. Ici, c'est sévère. Alors, qu'est-ce qui me permet de dire qu'ici, c'est modéré, ici, c'est léger? Effectivement, on va tout de suite voir les incisives. On voit qu'on a un degré de chevauchement au niveau des incisives plus important. En revanche, ce que je vois également, c'est qu'il y a un degré ici de rotation canine qui est également présent quand ici, il n'est pas présent. Et ça, le degré de rotation canine et même de prémolaire va vraiment faire sauter le pas entre un cas léger, modéré et sévère. Les canines, si vous voulez, c'est des dents qui sont plutôt, qui ne possèdent pas d'angle, qui sont plutôt globuleuses. Et du coup, avec la ligneur, c'est assez difficile de faire ces rotations canines. À l'inverse, quand on voit une incisive possède une face, des faces qui sont planes. Et du coup, quand l'aligneur va s'insérer, on a un couple de force qui va être très efficace. Si vous voulez, quand vous avez quelque chose de plat et que vous voulez le tourner, vous avez un couple de force qui est facile à réaliser. Quelque chose d'anguleux, ça va glisser, la ligneur va glisser. Et ici, sévère,
on voit que la canine est complètement tournée ici et ici carrément à l'extérieur, alors qu'au niveau incisif, on n'a pas forcément de chevauchement. Donc, focalisez-vous bien sur ça. Ici, ça décrit tout simplement la biomécanique, puisque finalement, la ligneur qui entoure la dent va faire facilement des poussées vers l'intérieur ou le contraire, des poussées au niveau linguo-vestibulaire. Et donc, avec la surface de contact de la ligneur sur la dent, on a quelque chose qui est très efficace. Et c'est vrai qu'ici, on a surtout, dans un cas comme celui-là, surtout des mouvements avant-arrière, vestibulo-lingual ou linguo-vestibulaire à effectuer. De par la surface de contact ici et la biomécanique à ligneur, on comprend que c'est des mouvements qui sont faciles de réalisation. Alors, facile, oui, mais quand on a une dent qui est linguo-versée à une certaine amplitude, à une amplitude forte, il va falloir du temps pour la mettre en place, à raison de, à chaque fois, quelques dixièmes de millimètre par gouttière. Mais c'est un mouvement qu'on appelle prédictible, qui est facile. À l'inverse, une dent qui est globuleuse, comme la canine, faire une rotation sur une dent globuleuse, ce n'est pas un mouvement qui est facile. La DDM positive, sans trop s'étaler, ça correspond entre guillemets à des espaces sur la denture. Les classes dentaires, classe 1, classe 2, classe 3. On ne s'étale pas non plus là-dessus. On a une classe de division 2 également ici. On ne va pas s'étaler ici sur qu'est-ce qu'une classe de division 2, mais il y a différentes catégories. Ici, voilà, vous avez 3 grosses catégories, classe 1, classe 2, classe 3. La supraocclusion, on l'a dit, un excès de recouvrement. Là encore, 3 cas avec léger, modéré et sévère. Alors, léger, pourquoi? Puisque finalement, la supraocclusion, elle est présente que quand on dépasse 20 à 33% de la hauteur de l'incisive mandibulaire. À partir du moment où les incisives mandibulaires sont recouvertes à plus de 20 à 33%, on se trouve dans une supraocclusion. Moins de 20%, on est sur une infraocclusion, donc une sorte de béance, si vous voulez. Et ici, on voit qu'il y a une supraocclusion qui est quasi absente, puisque finalement, on retrouve les 20 à 33%. Ici, à l'inverse, on a plus de 20 à 33%. Et ici, on a presque un recouvrement à 100%. Donc là, vous voyez bien la différence et l'aptitude de la supraocclusion à être plus ou moins importante. Alors, petit aparté sur le taquet. Le taquet, c'est un petit peu comme à l'escalade. C'est les petits points de colle qu'on met sur les dents pour avoir de la rétention et orienter les mouvements. Quand on doit faire une supraocclusion, quand on doit corriger une supraocclusion ou une béance, et surtout pour une béance, on a besoin, pour pouvoir faire descendre la dent, d'avoir un petit point d'appui. À l'inverse, tout à l'heure, vous voyez, de par la surface de contact, pour pousser la dent, on n'avait pas besoin de taquet, pas besoin de point d'appui. Alors qu'ici, dans une béance où on doit, par exemple, faire descendre les dents en verticale, on a besoin de points d'appui. Et donc, ces mouvements verticaux de supraocclusion et de béance sont des mouvements plus difficiles. Comme tout à l'heure, la rotation canine était un mouvement plus difficile lorsqu'il fallait corriger une DDM, donc un chevauchement. Ici, la béance est, par exemple, l'une des pathologies au niveau vertical avec la supraocclusion qui sera plus difficile de réalisation. Ça va être important parce que quand on va voir les différents cas cliniques, on va tout de suite voir la difficulté par rapport à la pathologie qu'on va rencontrer. Donc, gardez en tête rotation canine difficile, pathologie dans le mouvement vertical, béance et supraocclusion, difficile. Articulaire inversé, on ne s'étale pas non plus, postérieur et ou antérieur. Coïncidence des milieux, milieu du haut par rapport au milieu du bas. Voilà, il faut que tout ça soit centré par rapport au plan sagittal médian. On peut avoir une coïncidence ou une non-coïncidence des milieux. Et donc, juste pour encore clarifier votre esprit, encore une fois, puisqu'on va s'en servir juste après lors des cas cliniques, voilà le tableau récapitulatif. Vous avez ici DDM, ici la classe, ensuite supraocclusion, déviation des milieux et inversé d'articulé. Si ça c'est clair, au niveau des cas cliniques qu'on va voir, ça va être très limpide lorsqu'il faudra analyser le cas. J'espère que c'est clair pour tout le monde. S'il n'y a pas de questions, on peut continuer. Très bien. Alors, ici,
on décrit ce qu'est un cas simple et un cas complexe. On va tout de suite aller vers ce qu'est un cas complexe. Bien évidemment, il y a une formation complète d'une journée qui est organisée par Cheese, qui va se dérouler le 30 mai. On va décrire ça plus en profondeur pour encore plus affiner votre expertise et vous ayez une expertise incollable sur le domaine. Mais ici, dans le cas complexe, on retrouve mouvements verticaux 2 à 3 mm. Ici, on ne va pas s'y attarder. Et rotation prémolaire et canine parce que c'est des dents qui sont plutôt globuleuses. Donc ici, on est en face d'une supraclusion. On voit déjà que c'est une pathologie qui va être difficile d'appréhension. Alors, on a vu au niveau de l'éligibilité juste avant, en réalité, même sans le savoir, on s'attardait sur l'éligibilité et ce qui est difficile, ce qui n'est pas. Et maintenant, on va s'attarder sur le temps. Une fois qu'on aura ces deux notions, on va pouvoir analyser les différents cas cliniques qui vont se présenter à nous. Procédons très logiquement. Nous, ce qui nous intéresse ici dans ce module, c'est un module pour initiateurs. Et donc, ce qui va nous intéresser, c'est des traitements qui ne vont pas excéder 20 à 30 alignés. Alors, pourquoi pas plus, vous allez me dire? Parce qu'à partir du moment où on va dépasser ces 20 à 30 alignés, on va être sur des cas qui vont être trop difficiles pour une personne qui débute. En revanche, ici, on va de 0 à plus ou moins 25 aligneurs. On est sur des cas qui vont être éligibles pour votre pratique à certaines conditions qu'on va voir juste après. Alors, comment on définit un temps? En fait, on va voir différents cas cliniques. On va définir le nombre d'aligneurs qui correspondent à ces cas cliniques. On va faire ça très logiquement et je ne vais pas vous délivrer tout de suite le nom. Je vais faire travailler un petit peu votre compréhension des choses. Mais ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que chaque aligneur va être changé tous les 10 jours. Le patient ne va pas venir tous les 10 jours. Vous allez lui transmettre un certain nombre d'aligneurs pour qu'il puisse venir tous les mois et demi, tous les 2 mois. Mais chaque aligneur, lui, va le changer seul tous les 10 jours en moyenne. Ça peut être 2 semaines pour certains cas et d'autres 1 semaine. Mais en moyenne, c'est 10 jours. 15 aligneurs correspondent à changer tous les 10 jours, correspondent à 5 mois. Comment j'atterris à ce calcul? Je fais 15 fois 10, 150, divisé par 30, ça me donne 5 mois. 30, pourquoi? Parce que je convertis en mois. Donc, je fais 15 fois 10 le nombre de jours, et ensuite, je convertis en mois. Donc, 15 aligneurs correspondent à 5 mois. Mais attention, les articles sont très clairs. Ma pratique décrit exactement la même chose. On a dans 95% définition après les premiers 15 aligneurs. Je vous donne un exemple. Vous faites une planification. Vous délivrez les premiers 15 aligneurs à votre patient en le voyant tous les 2 mois ou tous les mois et demi. Et à la fin, vous vous rendez compte que ce qu'il y a en bouche, ce n'est pas exactement comme la planification. Il manque un peu. C'est un peu, c'est les finitions. Et on les a tous après ce premier jeu. Et donc, ce qu'il faut, c'est pouvoir faire des finitions, donc reprendre une petite empreinte pour mettre les quelques aligneurs qui manquent. Évidemment, quand vous avez un cas qui est proche de 0 aligneur, donc des cas à 10, des cas à 15, vous avez peu de finitions. Quand vous avez un cas qui s'approche des 30 aligneurs, vous avez plus de finitions. C'est normal, puisque au fil des aligneurs, on a tout simplement une petite imprécision. Et plus le nombre d'aligneurs est important, plus ces imprécisions vont se multiplier. Sans rentrer vraiment dans le détail, on rajoute quelques mois au temps qu'on va annoncer à notre patient. Donc, exemple, je vois un cas en première consultation. Je me dis, ce cas-là correspond à 15 aligneurs. Ça, je vais vous l'apprendre juste après. Et ces 15 aligneurs vont correspondre à un temps transmissible au patient de 8 à 10 mois. Donc, je vais dire à mon patient, votre traitement correspond à un temps de 8 à 10 mois. Alors, quand j'ai 20 aligneurs, je vais lui dire aussi 8 à 10 mois, puisque finalement, on est sur 6,5 mois plus finition. Donc, quelques mois ajoutés aux 6,5 mois, on est aussi sur les 8 à 10 mois. En fait, si vous voulez, vous ne mouillez pas trop ici sur le nombre de mois, vous rajoutez quelques mois pour avoir un temps que vous allez pouvoir respecter de manière sûre. Donc, pour 15 aligneurs, pour 20 aligneurs, vous annoncez 8 à 10 mois. Maintenant, pour 30 aligneurs, 30 aligneurs, quand je fais le petit calcul, 30 fois 10, le nombre de jours par aligneur, divisé par 30, j'atterris sur 10 mois.
10 mois, on va annoncer à notre patient plus ou moins 12 mois. Donc, en gros, vous avez deux temps possibles, 8 à 10 mois ou plus ou moins 12 mois. Si ça, c'est clair, on peut passer à la suite au niveau des cas cliniques. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ça? N'hésitez pas, sinon vous allez rien comprendre par la suite. Très bien. Passons maintenant au cas clinique. Alors, là, on va, même s'il est, vous sortez sûrement du cabinet, vous êtes offert une petite journée, peu importe, il va falloir faire tourner un petit peu les méninges. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai remis les 5 pathologies. Dans le sens ici vue de haut, occlusal, dans le sens antéro-postérieur vue de profil, et ici dans le sens vue frontale. C'est les mêmes 5 pathologies qu'on a décrites juste avant. Et ici, on va être très méthodique, un petit peu comme une recette, si vous voulez. Ici, on va regarder au niveau occlusal, donc à quelle photo, selon vous, ça va correspondre parmi ces 5 photos? Où est-ce que je vais porter mon regard pour définir si j'ai une DDM négative, une DDM positive, et à quelle amplitude? Bien entendu, c'est ici et là. Pour pouvoir appréhender ma DDM, grossièrement, je vais pouvoir regarder ces deux photos. Quand je regarde ces deux photos, qu'est-ce que je vois? Je vois ici au niveau antérieur qu'on a effectivement un petit chevauchement et une petite rotation canine. Je dois toujours, lorsque je regarde une DDM, voir s'il y a une petite rotation canine. J'ai une petite rotation canine. Et donc, on ne sera pas sur un traitement qui va être de 5 aligneurs, de 10 aligneurs. On va être forcément à plus que 10 aligneurs, puisqu'on est sur un cas plus modéré. Donc, à partir de 15 aligneurs. Maintenant, on a une petite rotation canine. Et au niveau antérieur, on n'a pas de rotation canine au niveau maxillaire et un de chevauchement léger. Ça, c'est pour la DDM. Ensuite, la classe. Où est-ce que je regarde pour définir ma classe? Vraiment, on va faire ça pour chaque cas. C'est comme ça qu'il faut faire méthodiquement. Quand on se lance dans une nouvelle discipline, il faut absolument être méthodique. Un petit peu comme les pilotes de ligne, même après 40 ans d'exercice, ils vont tout le temps avoir une feuille sur laquelle ils vont cocher les différents paramètres. Ils vont tout vérifier, faire leur check. Ici, c'est pareil. On va rester méthodique. On ne va pas aller trop vite, puisque finalement, la classe, je regarde donc ces deux photos, vous l'avez compris. Et ici, je suis en tendance classe 1, puisqu'on voit que ça s'engraine bien. À gauche et à droite. Ensuite, supraocclusion béance. Est-ce qu'on a beaucoup de supraocclusion? Je rappelle, c'est 20-33% de la hauteur, recouvrir 20-33% de la hauteur des incisives antérieures. On n'a pas franchement une supraocclusion ici. Et déviation des milieux. Est-ce que j'ai des milieux qui sont beaucoup déviés? Est-ce que j'ai une déviation des milieux? Je vous laisse réfléchir. Et est-ce que j'ai un inversé d'articulé? Alors, on y va pour les réponses. Donc, DDM, oui, on l'a travaillé dessus tout à l'heure. Classe, on a une classe 1, donc non. Supraocclusion, j'ai vraiment pas de supraocclusion significative. J'ai une très légère déviation des milieux qui peut être notée et je n'ai pas d'inversé d'articulé. Et donc, ici, pensez à un nombre d'aligneurs. On a dit, ce n'était pas moins de 15. Est-ce qu'on est sur quelque chose qui va être plus de 20, plus 30, 40, 50? Alors, un traitement comme ça, est-ce que c'est un traitement qui vous fait peur, d'après ce qu'on a dit? Pas vraiment. Est-ce que c'est un traitement qui est plutôt dans notre catégorie, dans la tranche plus difficile? Pas vraiment. On est sur un cas plutôt modéré. Alors, plutôt modéré, on est sur 15. Donc, on annonce à notre patient 8 à 10 mois. Voilà la méthodologie. Repartons sur un nouveau cas. Cette fois-ci, vous avez droit à moitié d'erreur, on va dire. Donc, allons-y. DDM, je regarde quel style de photo? Je regarde les photos occlusales. Et ensuite, je regarde l'amplitude de ce que j'ai à faire au niveau incisif et surtout la rotation canine. Est-ce que j'ai une grosse rotation canine au niveau maxillaire? Non. Est-ce que j'ai une grosse amplitude ici? Plutôt modéré plus, puisque j'ai quand même une belle rotation au niveau des incisives. Ici, on a une légère disharmonie au niveau des incisives et on a quand même une rotation canine sur les deux canines. Classe, je suis en classe 2, d'accord, à gauche.
et, à droite et en classe 1 à gauche. Supraclusion, béance. Est-ce que j'ai une supraclusion? Est-ce que j'ai une béance? Je vous laisse réfléchir. Déviation des milieux. Est-ce que j'ai une grosse déviation des milieux? Est-ce que j'en ai une? Et inversé d'articulé. Est-ce que j'ai une inversée d'articulé? Donc, répondons ici directement. J'ai une DDM, on l'a décrite. J'ai une classe 2. Je n'ai pas de supraclusion. J'ai une petite déviation des milieux et j'ai un inversé. Alors ici, on va se poser la question de savoir est-ce qu'on corrige, est-ce que le patient nous donne l'opportunité de corriger la classe 2 ou pas? Si le patient nous donne cette opportunité-là, vous ne pourrez pas faire le cas pour l'instant. Donc, il sera non éligible à votre pratique, puisque ça fait appel à d'autres mouvements. Et donc, il y a deux choix ici. Soit vous corrigez la DDM et la déviation des milieux, donc en dehors de la classe 2, soit vous corrigez classe 2, DDM et déviation des milieux. Dans le cas où vous corrigez tout sauf la classe 2, vous êtes à peu près sur 20 aligneurs, toujours 8 à 10 mois. Donc, si vous tombez sur 15 aligneurs sur un cas comme ça, parce que vous avez été un peu trop ambitieux, vous annoncez 8 à 10 mois. Si vous tombez sur 20 aligneurs, vous avez quand même annoncé 8 à 10 mois. Donc, finalement, vous ne vous trompez pas. Mais ici, que vous le sachiez, c'est 20 aligneurs. En revanche, pour votre parfaite information, pour corriger la classe 2, j'ai besoin de 45 aligneurs. Donc, on est plus sur 1 an et demi. Et encore une fois, c'est non éligible à votre pratique. Question jusqu'à là, oui ou non? Très bien. On passe à la suite. Troisième cas. Encore une fois, on va aller un peu plus vite. DDM, antérieur au niveau des incisives, rotation canine, oui ou non? Mandibulaire, rotation canine. Attention, il faut bien voir les canines, la rotation. Classe 2, classe 3, est-ce qu'on est en classe 1, classe 2, classe 3? Supraclusion béance, est-ce qu'on a une supraclusion ou pas? Déviation des milieux, est-ce qu'on a une déviation des milieux assez certaine? Et l'inversé d'articulé. On y va. DDM, bien entendu, avec une petite rotation canine. Classe 2, classe 3, eh bien, finalement, on est en classe 1. Supraclusion béance, on a quand même une belle supraclusion, je le rappelle. Attention, peut-être que dans ce cas-là, on n'a pas de grosse rotation canine, mais il y a un deuxième facteur de difficulté. Je remets la dia pour que ça soit bien clair. Le deuxième facteur de difficulté sont les mouvements verticaux. Les mouvements verticaux, donc pour la supraclusion et pour la béance, pour des raisons biomécaniques qu'on a vues juste avant. Je vous remonte la dia pour être sûr que vous ayez compris. Hop, on a besoin d'un attachement pour faire descendre cette dent-là. C'est plus complexe. Et donc, voilà, vous voyez, vous avez deux facteurs de difficulté dans notre cas. Donc, ici, c'est facile. On revient sur le cas. Vous avez donc une supraclusion qui dépasse largement les 20 à 33%. On est plutôt sur 50% ici. Et donc, je vous laisse réfléchir sur le nombre d'aligneurs. Est-ce qu'on va être sur 15 aligneurs? Est-ce qu'on va être sur 20 aligneurs, plutôt modérés? Mais est-ce qu'on va être sur plus que 20? Eh bien, ici, on est sur 20 aligneurs. De la même façon que tout à l'heure, c'était les rotations canines qui nous ont fait passer de 15 à 20. Ici, c'est plutôt la supraclusion qui nous fait passer de 15 à 20. Mais si vous annoncez 15, vous ne vous trompez pas au niveau du temps. Si vous annoncez 20, vous ne vous trompez pas au niveau du temps. Quatrième cas. Ici, on va aller encore plus vite. DDM, incisive, canine, rotation ou pas? DDM au niveau incisive, on a vu qu'il y a quand même une grosse amplitude. Est-ce que c'est difficile à faire ces cas-là? Non, pas vraiment, puisque c'est du mouvement avant-arrière. Et donc, on a vu qu'il y avait une bonne adaptabilité, un bon recouvrement des aligneurs sur les phases vestibulaires et linguales. Donc, facile à faire des lingovestibuloversions ou des vestibulo-lingoversions. Et ici, rotation canine, assez prononcée quand même. On est ici sur une rotation où l'incisive vient se frotter sur la moitié de la canine. Et au niveau de classe 2, classe 3, je vous laisse deviner la classe. Donc, on regarde cette photo et cette photo, et ensuite, on regarde cette photo. Et cette photo, qu'est-ce qu'elle nous dit? Est-ce qu'il y a une déviation des milieux? Est-ce qu'il y a une supraclusion? Est-ce qu'il y a un inversé d'articulé? Donc, allons-y. DDM, oui. On a vu un petit peu, on a décrit la DDM. Classe 2, classe 3, non. Supraclusion de béance, non. Déviation des milieux, oui. Et inversé d'articulé, non.
Et donc, selon vous, c'est combien d'aligneurs? Est-ce qu'on est sur un cas basique comme le premier, sur 15 aligneurs? Est-ce qu'on est plutôt sur 20 aligneurs, donc un cas plutôt intermédiaire, modéré? Ou est-ce qu'on est plutôt sur un cas plus sévère? Alors, un petit indice, regardez cette photo-là. Eh bien, ici, on est sur 35 aligneurs. Et donc, vous devez annoncer à votre patient plutôt les 1 an et demi. Donc, on est sur 1 an et demi moins. C'est-à-dire que si vous annoncez plus ou moins 12 mois, on est vraiment sur plus ou moins 12 mois, puisqu'on est sur moins d'1 an et demi. Donc, on est sur la troisième catégorie finalement. Alors, est-ce que c'est un cas que vous ne pouvez pas faire parce qu'il dépasse 30 aligneurs? Ici, non. Ici, vous n'avez pas de classe 2 à assouvir et vous n'avez pas de supraocclusion qui est gigantesque. Vous avez seulement un gros niveau de DDM. Alors, ça va prendre du temps, ça va prendre 35 aligneurs, mais ça ne va pas être un cas que vous ne pouvez pas faire. Donc là, on a vu à peu près tous les cas, tous les types de cas qui peuvent, au niveau des configurations. Tout ce que vous pouvez, si vous voulez, différents angles que vous pouvez rencontrer, différents temps. Mais il y a encore des temps assez prononcés comme celui-là. Celui-là, si on le voit comme ça, on peut dire tout de suite non. Alors, est-ce qu'on a raison de dire tout de suite non? On est méthodique. DDM négatif, DDM positive. Ici, on a une canine qui est bien à l'extérieur, une bonne rotation ici, pas beaucoup de chevauchement au niveau des incisives. Ici, un bon chevauchement incisif, une très grosse rotation canine et même à l'extérieur. Et on a également une classe 3, si on regarde ici, et on a même une béance, bien entendu, qui est une pathologie verticale, donc difficile. On a même une dent ici, vous voyez, à verticaliser. On a dit que c'était difficile à faire ce type de mouvement, et on a une canine qui est ectopique. Et on a aussi un verset d'articulé. Donc finalement, ici, on est bien servi, je dirais, tout est au vert. Donc ici, c'est stop pour vous, donc non-éligibilité. Pour information, dans ce cas, il a fallu extraire. Donc, ce n'est pas pour nous. 50 aligneurs, 2 ans de traitement. Voilà un petit peu pour les différents angles que je vous ai présentés. J'espère que ça vous a beaucoup aidé. Je vais présenter un cas rapidement qui est tout à fait accessible dans votre organisation omnipratique. Cette jeune femme de 31 ans qui a son mariage dans 10 mois, elle se permet de me le rappeler au début de la première consultation. Elle a des motifs de consultation qui sont liés, bien entendu, à ses espaces, sa dent risiforme et son agénésie. Évidemment, donc ici, espace entre 11 et 21, la dent risiforme et la génésie. Et donc ici, on va un petit peu décortiquer ce cas, puisque finalement, on va essayer de décrire tout ce qu'on a décrit tout à l'heure, step by step. Qu'est-ce qu'on voit? Ici, au niveau frontal, on peut voir 3 choses. La première, est-ce qu'il y a une supraocclusion, est-ce qu'il y a une béance? La réponse est non. On n'a pas de supraocclusion, on n'a pas de béance. Peut-être qu'on a une petite infraocclusion, mais elle n'est pas notable. Donc, on est dans les 20 à 33% de recouvrement des incisives du bas. Ça, c'est supraocclusion. Est-ce qu'on a une déviation des milieux? Non. Puisque finalement, la 11 est centrée par rapport au milieu du bas. Il suffira de rapprocher ici cette dent-là. Est-ce qu'on a un inversé d'articulé? Non. Vous voyez déjà, on a pas mal de voyants au vert. Toute la pathologie verticale a été écartée. Ensuite, de profil, classe 2, classe 3, classe 1. Au niveau droite, on a une classe 1 et gauche, on a une classe 1 canine et une classe 2 canine, une classe 1 molaire. Ici, la canine, quand on va la pousser en distal, on va retrouver une classe 1. Donc finalement, est-ce qu'on est dans une pathologie de classe 2 à proprement dit? Non, plutôt en tendance classe 1. Donc, la pathologie dans le sens antéro-postérieur, également écartée. Et ensuite, il nous reste la DDM. Alors, la DDM, ici, on a un petit degré de chevauchement avec une petite rotation canine à assouvir. Et ici, des espaces. Ça, c'est des petits espaces. Et ici, évidemment, on doit augmenter l'espace. Donc, ça veut dire en distal de la canine, pouvoir fermer ce petit espace et non pas fermer cet espace-là, bien entendu. Et ici, évidemment, on ne veut pas fermer l'espace. Le but, c'est de la lingualer un petit peu pour avoir la place de la facette.
Donc, ce type de cas, c'est tout à fait à votre portée. Ça va même vous aider dans votre appréhension esthétique. Petite remarque, on va voir plein de petites astuces comme ça lors de la formation. Mais ici, l'apex de la canine est bien en distal. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement un mouvement de pendule, c'est-à-dire arriver à ce que la couronne s'accole à la prémolaire. On n'a pas de mouvement de racine à réaliser. C'est aussi un mouvement de racine, un mouvement difficile à faire. Et du coup, on va s'étaler un peu plus sur ça lors de la formation. Mais sachez que ici, vous venez rassurer par le fait que l'apex est bien en distal et bien placé. Il suffit juste de faire un petit mouvement pendulaire. Et donc, ici, voici le avant-après. On a fermé l'espace. On a donc augmenté l'espace ici pour la 22 agénésique. Et on a pu retrouver notre place 1. Et la prothèse a été réalisée par son dentiste traitant, son chirurgien dentiste traitant. Donc, voilà les différentes vues. C'est un bridge cantilever qui a été réalisé. Et voici. On est sur 20 alignements. Vous voyez, on est sur un cas léger à modéré. Vous l'avez compris, vous auriez annoncé 8 à 10 mois à votre patient pour ce cas-là. Alors, voilà un petit peu le dénouement de cette présentation. On a vu un petit peu l'éligibilité et on a vu le temps qui va finalement tout ça correspondre à un chiffrage, à un devis que vous allez pouvoir donner à votre patient, parce que votre patient attend ce devis également pour pouvoir se lancer dans le traitement dans les bonnes conditions, comme quand vous faites un devis de prothèse tout simplement. Et vous avez pu apporter des réponses à votre patient. Ensuite, bien entendu, il va vous falloir de l'accompagnement pour avoir la possibilité de traiter ces cas dans les meilleures conditions possibles. Voici le programme qui nous attend le 30 mai. On a une présentation plus en profondeur des concepts et de la fabrication des aligneurs, comment tout ce monde-là, cet écosystème est articulé, tout un topo sur le diagnostic en voyant les pathologies qui sont les plus fréquemment rencontrées, bien entendu, encore une fois, avec beaucoup d'exemples cliniques pour vous permettre de pénétrer ce diagnostic-là dans ses profondeurs. Et on va voir beaucoup de cas simples, beaucoup de cas complexes pour arriver à ce qu'à la fin de cette formation, vous soyez capable d'un coup d'œil de dire c'est éligible et quel temps. Et on va s'attarder sur la planification digitale, sur quels principes biomécaniques et tous les éléments qui la constituent pour pouvoir mieux la réaliser, mieux l'appréhender. Et bien sûr, toutes les étapes cliniques seront vues en détail avec des travaux pratiques pour vous permettre de réaliser ces traitements en orthodontie par ligne. À passer, voilà, comment réaliser un devis, les photos, les radios, les empreintes, le stripping, le collage taqué, collage contention, tout ça sera vu en détail et avec de la pratique. Voilà. Écoutez, j'ai passé un très agréable moment en votre compagnie, même si je ne vous ai pas entendu. J'espère que ce webinaire vous a aidé à voir l'orthodontie par aligneur d'un autre œil et surtout vous a motivé à pouvoir vous lancer dans une nouvelle pratique parce que c'est quand même le but. Bien évidemment, ceci est un extrait d'une énorme partie qui est la formation qui vous attend le 30 mai. Et évidemment, moi, c'est ma passion, ce domaine-là. J'en ai fait une quasi-exclusivité au sein de ma pratique. Et sachez que le jeu en vaut la chandelle, je peux vous le confirmer. Voilà, si vous n'avez pas de questions à me poser, on peut clore ce merveilleux webinaire. J'espère qu'il vous a plu. Eh bien, c'est parfait. Si vous avez des questions qui vous viennent ou des choses qui ne sont pas claires, vous pouvez bien sûr me contacter via ces différents liens. Et je vous donne rendez-vous le 30 mai pour une journée magnifique dans cet écosystème de l'orthodontie par aligneur. Voilà, à bientôt et une très bonne soirée à vous.